toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier, une vidéo pas trop longue comme celle-ci, on va pas la faire trop longue, j'avais envie de vous en accompagner ce matin en direction du travail, je posterai donc cette vidéo à 7h du matin, je la tourne en fin d'après-midi, on va prendre du recul, on va parler un tout petit peu macroéconomie. Donc les bougies sont plutôt vertes, on est en train de travailler nos résistances, est-ce qu'on va les break ou non? En tout cas, tout pense à croire qu'on pourrait probablement faire quelques pourcentages supplémentaires, et pour ça on reprendra la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin, on va parler conflit, on va parler défaut de paiement des États, et notamment européens, et on va reprendre un petit peu de recul sur, en réalité, qui a raison, qui a tort. Et j'ai tendance à dire très régulièrement sur les vidéos d'Hero de Bitcoin que l'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif, c'est de gagner et reprendre un petit peu et remettre les choses en perspective. Pourquoi ? Parce que la raison est assez simple, c'est qu'il y a quand même une fracture, au-delà des commentaires YouTube et du Discord, ceux qui pensent que ça va aller plus haut et qu'on va repartir sur un magnifique rallye d'été, et ceux qui pensent qu'on n'a pas encore vécu notre capitulation sans précédent. Qui a raison, qui a tort ? On va essayer de prendre du recul et répondre à cette question maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation et bien d'autres bien évidemment, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. C'est 18 pages que vous pouvez potentiellement utiliser pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et j'aimerais m'adresser aux investisseurs long terme, puisque j'ai Sénèque qui m'a posé ça ce matin, et il m'a dit, ou dans l'après-midi, pardon, il m'a dit: j'ai réécouté avec toujours le même plaisir tes premières vidéos de ta chaîne, et notamment sur toute première vidéo, force est de constater que le scénario le moins probable s'est produit, à savoir le fameux Black Swan. En somme, toutes nos cryptos qui ont fait du moins 80, moins 85, moins 90, voire moins 95%, voire plus, est-ce encore ou pas utile aujourd'hui de s'acharner, de holder dans notre perte? Oui, non. Est-ce que finalement ce rêve un petit peu des blockchains et des crypto-monnaies tend simplement à s'oublier dans les prochaines années? Eh ben, je vais répondre à ta question et honnêtement, j'avais envie vraiment de parler aux investisseurs dans cette vidéo. Donc si vous êtes trader très court terme, pour potentiellement plutôt vidéo d'hier, parce que je pense que ça n'aura pas changé s'il y a des très fortes volatilités. À ce moment-là, vers midi, je vous refais une vidéo avec grand plaisir où on en discute directement dans le Discord des rois du marché, lien dans la description. On prend en fait Bitcoin, et j'avais bien aimé et j'avais envie de rebondir par rapport au tweet de CZ. CZ en réalité qui explique dans un tweet de façon extrêmement pragmatique que en réalité 80% de la masse monétaire, ce qu'on appelle M1, le fameux FRED, vous savez qu'on utilise, nous on utilise parfois M2, c'est avec les comptes courants et les fonds de placement, etc. Et M3 c'est l'intégralité. Et M1 a été donc l'impression monétaire, notamment des billets en dollars qui ont été imprimés, 80% ont été réalisés sur les 2 dernières années post-Covid. En somme, il trouve étonnant que l'inflation aujourd'hui aux États-Unis n'est que de 9,1% et annonce un chiffre qui serait plus réaliste, qui serait proche des 500%. 500%. Dès lors, on va essayer de prendre du recul par rapport à toute cette impression monétaire, cette fameuse M1. En somme, les pièces et les billets. C'est un petit peu l'idée qui a été inondée, notamment, bien évidemment, sur les marchés financiers, mais également dans les porte-monnaies de l'ensemble des citoyens américains, avec plusieurs hélicoptères monnaies on l'avait déjà évoqué, aux alentours des 1200 ou 1400 $. Même des Bretons ont réussi, parce qu'ils avaient la nationalité américaine, des chèques directement de la Poste qui venaient de la fédérale banque américaine, tout simplement. En tout cas, du gouvernement américain. Merci, Donald Trump. Dès lors, on va reprendre un petit peu cette idée de plus 500%. Mais c'est quoi en réalité ces plus 500% ? En réalité, beaucoup de crypto, même le Bitcoin et beaucoup d'actions, ont réalisé des envolées pharaoniques, en réalité depuis le crack Covid. Si on prend l'idée en fait de Bitcoin, si on prend exactement au milieu de ce range, on imagine qu'on s'est positionné aux alentours des 7000 $, à peu près le prix moyen, si vous voulez, de Bitcoin par rapport à toute cette phase de réaccumulation, on part en l'air et on va chercher un ATH proche des 700, 800, 900%. Dès lors, si on compare directement à la masse monétaire, on peut partir du constat que le Bitcoin a surperformé, l'impression monétaire a surperformé le marché, et notamment le marché du S&P 500, tout au long de ce bull run, avorté, certes, parce qu'on n'a pas eu cet excès final, cette euphorie sans précédent qu'on avait déjà connue en 2017, pour toutes ceux qui étaient déjà là, on aurait pu en fait attendre un maximum de public, mais l'idée même et la psychologie même ambiante n'étaient malheureusement pas en rendez-vous. Malheureusement, on le constate, ce type de choses, puisqu'on avait des fundings extrêmement positifs, des personnes qui étaient en long de façon très majoritaire, c'était plus de 89% ou 87% des personnes qui étaient en levier d'achat, puisqu'il est bien plus facile d'acheter un marché, surtout qu'on n'y est pas initié, plutôt que de le vendre, et notamment le vendre à découvert. Mais ça va vite, avec toujours notre petite idée de BT et BITO. Vous vous rappelez qu'on avait fait cette vidéo-là, donc on donne la possibilité à des petits portefeuilles
plus ou moins expérimenté, de pouvoir vendre à découvert sur des bottoms provisoires de marché notre Bitcoin, au même titre que Bito, quand il y est arrivé, c'était exactement au niveau du top de Bitcoin. Ça, c'était blague à part. Mais on va reprendre un petit peu de recul pour essayer de dire est-ce qu'on est sur le bottom, est-ce qu'on n'est pas sur le bottom. En réalité, on s'en fiche, et en réalité, on ne le sait pas. Parce que les bottoms, réellement, on les constatera. Donc on essaye d'embriquer des indicateurs techniques. Donc moi, j'aime bien utiliser des billets momentum, EMA9, EMA18. J'en parle très souvent, notamment en daily. Actuellement, on tenterait potentiellement de cross au niveau de notre EMA9, EMA18, notamment en daily. Donc on attendra peut-être encore une journée, je sais pas. On va regarder ça ensemble tout de suite. On est en train de crosser. Si on confirme notre bougie aux alentours des 22 200 $ à l'heure où je vous parle, on aura cross comme Ethereum l'a fait. Est-ce qu'on aura une poursuite haussière? Très probablement. Mais pour l'instant, on attend. En réalité, on n'a pas eu encore de breakout, on n'a pas accepté au-dessus d'un premier arrêt aux alentours des 23 300 $. Il y a des résistances, que ce soit Ichimoku Kinkoyo, que ce soit tout ça, il y a des résistances qui attendent et on sera extrêmement patient. On fera un petit tour sur Apple juste après, comme ça je vous remettrai un petit peu dans la perspective de qui a tort, qui a raison. Est-ce qu'on n'a pas encore vécu, entre guillemets, notre capitulation sans précédent, en sachant que quelque chose de très important, les mineurs ont enfin capitulé. On a une image de CryptoQuant qui nous explique que oui, c'est bon, les mineurs ont clairement capitulé. Il y a une vente extrêmement massive qui a été réalisée par les mineurs. Bah, évidemment, vous avez quand même des frais à payer qui sont colossaux, ne serait-ce que l'électricité, mais aussi vos amortissements sur les machines, que ce soit sur vos ASIC, vos cartes graphiques, etc., que vous meniez du Bitcoin, de l'Ethereum, encore possible aujourd'hui, et bien d'autres, bien évidemment. Donc les mineurs ont bel et bien capitulé. En tout cas, on se retrouve sur des niveaux de juillet 2021 par rapport à ce qu'on avait vécu précédemment. Donc est-ce qu'on est proche des bottoms de marché? Probable. Est-ce qu'on est sur des bottoms de marché? Personne ne sait. Très clairement. Maintenant, je vous donne une petite indication, puisque en réalité, j'aime bien utiliser cet EMA9 et EMA18. On va se mettre en mensuel, et on va observer quelque chose. Je suis donc sur l'index actuellement du Bitcoin. J'ai enlevé tous mes petits graphiques, comme ça on le verra beaucoup mieux. Et on va regarder ce que ça donne au niveau de notre EMA9 et EMA200. EMA9 et EMA18, pardon, excusez-moi. Ici, on l'accrosse. On l'accrosse au mois de juin, en réalité. Cet EMA9 et EMA18, billet momentum, en mensuel. Formidable. Qu'est-ce qui s'était passé avant? On le fait ensemble, ça va être très rapide et extrêmement limpide. On l'accrosse ici. Exactement au mois de décembre 2018, bottom de marché. On revient en arrière. On y va ensemble. On l'a également cross ici, en janvier 2015, bottom de marché. Attention, on est venu faire une petite chasse à la liquidité qui était très intéressant et ça a fait sortir tous les acheteurs, notamment à découvert. Soyez extrêmement vigilants, mais très proche, voire proche des bottoms de marché. Donc actuellement, les 17 800 $, à peu près, on revient un petit peu dans le passé. On peut y aller dans le passé. On ne le voit pas. Il n'y avait plus assez d'historique, même si ça remonte extrêmement loin. Mais si on continue, entre guillemets, cette courbe-là, bah, malheureusement, on ne l'aura pas eu, pour le coup. Ce cross, c'était beaucoup trop récent, donc je pense qu'on était plutôt un petit peu comme ça, là, au niveau de notre EMA 18 EMA 9. Voilà pour ça. Dès lors, on peut partir du constat qu'en mensuel, le fait qu'on est clôturé dans les chaussettes, dans une forme de capitulation, et moi je pense que nous sommes dans une capitulation, et ben on atteindra potentiellement, pour tous les investisseurs extrêmement long terme, ce fameux cross de la EMA9, EMA18, mais cette fois-ci bullish. Et à chaque fois qu'on la recrosse, mais à l'endroit, entre guillemets, et bien à ce moment-là, c'était un nouveau rallye. Mais je suis en mensuel, et c'est pas des petits rallyes à chaque fois. On l'a également ici, crack Covid avorté, derrière, nouveau rallye. Soyez patients, potentiellement, attendez un nouveau cross de cette EMA9, EMA18, mais ça peut prendre des mois, en réalité. Ça peut prendre vraiment des mois, et potentiellement... par ici, je sais pas, sur les 30 000 $, peut-être 35 000 $, qui sait. Ça, c'est plutôt donc pour les investisseurs. Dès lors, toutes celles et ceux qui sont très bearish en réalité aujourd'hui et qui n'ont plus envie, entre guillemets, de vivre cette forme de dépression, parce qu'on peut toujours faire de nouveaux plus bas, débranchez les écrans, et quand vous auriez le signal EMA9 et EMA18, venez une fois par mois, et si vous l'avez, partez du principe qu'on aille, et on a potentiellement connu nos bottoms de marché, et on aura vécu une nouvelle réaccumulation. Ça, c'était super important. J'avais pas mal de commentaires par rapport à CMA qu'on avait abordé, comme je suis devant, je vais vous le montrer ici. On ne peut pas en fait traverser avec une 4 la une précédente. Si on peut, on le transformera en ending diagonale en réalité. Donc je vous avais fait ce petit exercice là, je l'avais partagé à un des membres du Discord. Donc très simple, Y, 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 grande 4, grande 4, grande 4, avec les objectifs de prix. Donc ici 618, 22 000 $, 1, donc c'est 1% au niveau de notre extension Fibonacci, donc c'est 23 770 $. Ensuite vous avez le 1,23, donc 1,200,
1, 2, 3, pardon, c'est 25 000 $ exactement. Hop, petite référence, 24 000, 25 000 $ référence aux options au niveau des expirations de maximum price. Et ensuite, c'est 1,618, 26 670 $ ou 26 770 $, pardon. Donc, grosso modo, si on vient percuter bien au-dessus, bah, on peut partir du principe que c'est une forme d'invalidation. Donc, pour moi, la validation d'un plan héliotiste bearish, ce serait en fait une clôture au-dessus des 28 000 $ ou 27 000 $. Dans l'idée, ce serait un petit peu ça. Si on vient à transpercer au-dessus des 618, on serait ni plus ni moins dans une zone de rechargement de vente logique. Je pense qu'on sera extrêmement baissier si on arrive aux alentours des 28 000 $ pour aller derrière en fait tout éclater au nord. Donc si on vient à écraser, et pour moi ce sera le signal définitif de tout ce plan bear au niveau des héliottistes, si on vient à travailler au-dessus de la target d'Hermès, donc 33 000 $, pour moi c'est gros coup de rideau et on recommence tout à zéro, quoi. C'est très important. Mais ça ne voudra pas dire qu'on ne peut pas aller beaucoup plus bas, C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On efface tout. Vous retrouvez en fait cet exercice dans le Discord. Derrière, on peut très bien faire un truc comme ça. Derrière, faire un truc plutôt comme ça, mécher et repartir. Le Bitcoin fera bien ce qu'il voudra. Pourquoi en réalité il fera ce qu'il voudra? Le marché a tendance à toujours pricer l'avenir, ou en tout cas à tenter de le faire de la meilleure façon qui soit. On fait un constat, et vous savez, parfois, ça sert à rien d'entrer dans l'hyper-détail, ça sert à rien d'entrer dans la complexité. Il faut juste, en fait, essayer d'arbitrer sur du bon sens. En somme, actuellement, on a quoi? On a un conflit en Europe, ou aux portes de l'Europe, notamment, c'est un petit peu Ukraine-Russie, mais j'irais plus loin, ce serait peut-être éventuellement OTAN et ancien parti soviétique. Ce serait un petit peu ça, entre guillemets, au niveau du conflit géopolitique. Ça, pour moi, le marché l'a pricé. Alors oui, il y a des tensions sur les énergies fossiles, sur le gaz russe, sur le pétrole, etc. Mais en réalité, le monde s'organise pour pouvoir pallier à ces lacunes et à ces manques-là. Pourquoi? Parce qu'on le sait, on les connaît. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Une possible utilisation de l'arme nucléaire. Ça, le marché, je suis tout à fait d'accord avec vous, le marché ne l'a pas pricé. Je vous avais dit il y a quelques mois de ça en arrière, si jamais on commence à parler de la bombe nucléaire, etc., sur les médias, et les médias entre guillemets mainstream ou conventionnels, ce serait peut-être pas bon l'histoire. Bon, finalement, on l'a eu, Bitcoin a bien retracé, mais ce n'est pas à cause de ça, bien évidemment. C'est plus par rapport à l'effet Terra Luna, par rapport à l'effet de 3.2a, par rapport à l'effet de Celsius, etc., et beaucoup de faillites en cascade, et notamment avec je ne sais plus comment ça s'appelle, Voyageur Digital, notamment. Et il y en a d'autres qui arriveront très probablement, mais on estime que peut-être le risque systémique a été écarté, puisque les très gros ne sont pas tombés. Par contre, il y a des news qui passent, comme quoi Coinbase serait en difficulté, parce que l'action a perdu 85% de sa valeur. Oui, non mais Apple, Amazon, tout le monde a perdu 84 à 85% de sa valeur dans les premières années de sa vie, et notamment lors de son introduction en bourse. On y reviendra après, parce que c'est, je pense, un bon catalyseur pour remettre dans le contexte marché, valeur technologique, valeur de croissance, dite valeur refuge, etc. Et je trouvais ça intéressant. Les conflits, on l'a pricé. Parce qu'en réalité, le marché a très bien, entre guillemets, vécu toute la partie géopolitique et le conflit en Moyen-Orient, et notamment en Afghanistan. C'est une guerre qui a duré 20 ans, qui a été perdue par les Américains, sans préjugés et sans jugement de valeur, bien évidemment, puisqu'on a bien compris que les talibans étaient revenus relativement rapidement après le départ de nos troupes américaines. Donc l'idée d'avoir les États-Unis qui sont en guerre, en fait, sur les 100 dernières années, ils ont été en guerre à peu près 99 ans, je me dis que c'est quelque chose qui est relativement facilement priceable par le marché dans sa globalité. On a un deuxième problème, c'est le problème de la Chine, notamment au niveau du commerce mondial, au niveau de l'économie mondiale, parce que toutes les grandes usines technologiques et d'autres sont aujourd'hui fabriquées en Chine, en tout cas utilisent la Chine, et on est toujours en Chine sur le grand plan, entre guillemets, du zéro Covid. Donc on reconfine des villes entières, c'est plusieurs millions de personnes qui sont reconfinées, que ça s'appelle Omicron, pas Omicron, Delta, Oméga, Beta, tout ce que vous voulez. S'il y a un Covid, on va les chercher dans les appartements, on les sort et on les met dans des cages. C'est un peu l'idée, ce qui se passe actuellement en Chine. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le parti chinois a décidé qu'il y aurait du zéro Covid. Et ça fait vaciller les marchés. Ça, c'est des zones de tension par rapport au marché. Donc, si on a une sortie de crise, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, nous, on sait, en tant qu'Occidentaux, et Moyen-Orient et partout dans le monde, que finalement, Omicron est quand même moins dangereux, si vous voulez, que Delta ou que le premier variant. Et d'ailleurs, on parlait encore il y a quelques mois du Marseille 4, qui a complètement disparu, qui était un variant extrêmement compliqué et mortel. Bon, on part du principe que ça y est, c'est passé. Donc, le marché price
en réalité les réouvertures. Et on le voit bien notamment sur les actions type Alibaba, qui commencent à rebondir de façon extrêmement forte. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a un autre truc qui est en train d'être pricé, et je pense que c'est plutôt ça. Et c'est plutôt dans cette approche-là qu'on a des commentaires YouTube par rapport aux capitulations, par rapport aux cracks de tous les temps, etc. Ce serait potentiellement le défaut en fait des États, et notamment européens. On parle de la France, on parle de l'Italie, on parle de l'Espagne, on parle donc beaucoup de pays de la zone euro, on parle même potentiellement des États-Unis. Et en réalité, ça vient juste au niveau des taux d'intérêt. Pourquoi ? En réalité, c'est extrêmement simple. Vous avez une augmentation fulgurante au niveau des taux d'intérêt. En fait, c'est très bête et discipliné. Les banques centrales, européennes et américaines, ont décidé d'arrêter les robinets. Pourquoi ? Parce que 80%, depuis 2008, si vous voulez, 80% des dettes d'État étaient financées par les banques centrales. Donc, pendant les 13 dernières années, ou 14 dernières années, les banques centrales ont outrepassé leurs fonctions et leurs droits. Les banques centrales ont une seule, entre guillemets, prérogative, ou un seul objectif. C'est de pouvoir garantir la stabilité des prix. Voilà. Ça, c'est le but d'une banque centrale. Si aujourd'hui, une banque centrale européenne, sa seule mission, c'est de garantir la stabilité des prix. Et c'était pas du tout de prêter aux États. Bien au contraire. Ça, c'était, entre guillemets, anticonstitutionnel vis-à-vis de la création même de la Banque Centrale Européenne. Bon, alors la Banque Centrale Européenne a décidé, entre guillemets, d'arrêter de financer la dette des États, et notamment des États français, italiens, etc. Ils sont en train de réfléchir à une augmentation de taux beaucoup plus souple, entre guillemets, qu'aux États-Unis. Et les Américains ont fait pareil, ce qu'on appelle également le tapering. C'est qu'on arrête de prêter et de soutenir la dette américaine. Et ça fait craquer les marchés. En tout cas, on est rentré dans un crack boursier au niveau des marchés. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu plus de 25%. Et 80% des cracks de marché, au niveau des valeurs de marché, des indices boursiers, c'est 80% des cas, c'est moins de 25%. Et on a exactement fait moins 24,46%. Dès lors, il y a deux camps maintenant qui vont s'affronter. Ceux qui pensent qu'on n'a pas encore vécu notre capitulation et ceux qui pensent qu'on l'a potentiellement vécu. Ceux qui pensent qu'on l'a vécu, c'est que les banques centrales vont continuer à imprimer du billet. Je fais partie de ce camp-là. Voilà, comme ça je me mouille, il n'y a aucun problème avec ça. Je pense que les banques centrales sont tellement embourbées depuis 2008 dans le quantitative easing, etc., qu'ils ne peuvent mécaniquement plus faire le contraire. Ils ne peuvent plus arrêter d'alimenter les bulles et d'alimenter, entre guillemets, et donner du financement aux États. Je pense qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Donc plus on attendra, plus ça fera mal. Mais d'ici où ça fasse extrêmement mal, les marchés peuvent grandir et monter de façon exponentielle. Et notamment Bitcoin. Ça, c'est super important. Donc on a compris à demi-mot que les banques centrales ne voulaient plus, entre guillemets, alimenter les dettes des États. Et de façon rhétorique, immédiate, la dette, enfin le taux d'emprunt notamment en France, est monté de moins 0,25 ou moins 0,5 à plus 2%. Pourquoi ? Parce que maintenant, ce sont des obligations qui sont directement émises sur les marchés obligataires, et ce sont des particuliers ou des professionnels. Généralement, c'est de vos assurances-vie. Si vous avez des assurances-vie, partez du principe qu'il y a une très grosse partie des assurances-vie qui sont en obligation d'État, quels que soient les États. Et bien évidemment, vous cherchez du rendement, en tout cas au minimum de contrer l'inflation, et une inflation à 6% ou 5,4% par rapport au bouclier, entre guillemets, énergétique, décidé notamment par l'État français, puisque je parle plutôt de choses que je connais, je ne sais pas ce qu'ils ont fait en Italie, en Allemagne, etc. À partir du principe que si vous voulez prêter de l'argent à l'État, je pense que vous n'êtes pas d'accord pour le prêter à moins 0,25. Déjà que ça nous embête d'avoir un livret A qui va potentiellement monter de 0,75, 1, voire 2% au 1er août, me semble-t-il. J'ai vu ça passer dans une news. Je pense que les États devront en fait mettre, bien évidemment, la main au portefeuille. Mais indirectement, c'est des impôts supplémentaires. On ne va pas revenir en fait dans le cycle économique. Vous avez beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Mais c'est la résultante en réalité des taux d'intérêt. Aujourd'hui, ils ont bondi en réalité ces taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis de façon plus violente, entre guillemets, qu'en Europe. Mais c'est juste l'effet, entre guillemets, qu'on arrête la planche à billets au niveau des banques centrales. Ou en tout cas, on la diminue de façon drastique. Voilà. C'est un petit peu le message qui a été envoyé. Ça, je pense que ça a déjà été pricé par le marché. Dès lors, l'effondrement des marchés financiers, et tort ou à raison, mais c'est clairement ma vision extrêmement personnelle et j'avais vraiment envie de vous la partager, c'est si les banques centrales arrêtent ce qu'elles ont fait depuis 2008, les marchés s'effondreront. Dès lors, la responsabilité
de la soutenabilité des marchés financiers, marchés obligataires, inflation, pas inflation, etc., revient dans la main des banques centrales. Tout simplement. Elle est là la vérité. Et la vérité, c'est que personne ne veut déclencher la dynamite. Donc ils n'auront pas d'autre choix que de probablement continuer, peut-être avec une soutenabilité moins forte, peut-être avec moins d'impression monétaire, mais toujours de la pression monétaire, pour pouvoir notamment renflouer les caisses de l'Italie, de l'Espagne, qui sont un petit peu empêtrées dans une inflation à 2 chiffres aujourd'hui, et qui ne peuvent pas, malheureusement, continuer à pouvoir subventionner le particulier. Ça, c'est super important. Donc, vous avez 2 camps. Si vous pensez que... Alors, 2 camps, c'est un petit peu tranché ce que je dis, mais ça permet en fait de simplifier le truc. Si vous pensez qu'il y a un effondrement, ça veut dire que les banques centrales ne font plus ce qu'elles ont fait depuis les 14 dernières années. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'effondrement, vous êtes plutôt peut-être de mon côté à dire que les banques centrales n'ont plus d'autre choix que de le faire. Mais cela induit quelque chose, c'est que le pire reste à venir. Le pire reste à venir. Dès lors, qu'est-ce qui se passe chez Bitcoin ? En fait, c'est quoi le problème de Bitcoin ? Pourquoi il a retracé autant ? En réalité, on a juste retracé la quasi-totalité de la hausse qu'on avait vécue depuis le crack Covid, ni plus ni moins. Donc oui, c'est plus violent parce que c'est beaucoup moins liquide au niveau des marchés financiers, des marchés crypto. Donc on a retracé 70, 73%, voire 75%. On peut aller plus bas si on reprend par rapport à une antériorité. Et il y a eu des problématiques sous-jacentes qui ont été en fait initiées par nous. En réalité, on aurait très bien pu mettre des bottoms de marché ici, mais Terra Luna, beaucoup d'entreprises crypto qui font faillite, manque de liquidité, défaut de paiement, blocage de compte. Donc oui, s'il y a un Coinbase, un Bybit ou un Binance qui, entre guillemets, bloque les comptes, ça risque d'être compliqué. Et on n'aura probablement pas, entre guillemets, vécu le point bas de marché. Mais en réalité, ces capitulations ou cette poursuite de capitulation devrait être catalysée par des news fondamentales extrêmement fortes et qui plus est extrêmement bearish. Par contre, pour des respirations de marché, nous n'avons pas besoin de bonnes nouvelles. Eh oui. On a juste besoin d'une majorité de personnes qui est contre ce mouvement. Et actuellement, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Il y a une majorité de personnes qui est contre ce mouvement et qui ne veut pas voir ce Bitcoin monter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher la liquidité en dessous des 17 600 $. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire qu'on n'a pas besoin de super bonnes nouvelles pour pouvoir faire monter ce marché. Au contraire, les rumeurs nous suffiront. Les rumeurs nous suffiront. Voilà, je vous ai fait un petit peu dans le contexte, et j'ai pas envie de cliver la communauté des rois du Bitcoin, mais c'est plutôt comme ça, dans du bon sens, qu'il faut plutôt se diriger et partir du constat, et aujourd'hui, qu'on peut estimer qu'on a pricé, entre guillemets, l'augmentation au niveau de l'inflation. On a potentiellement pricé les Covid en Chine, on a potentiellement pricé le conflit actuellement pour ceux de l'Europe, on a tout pricé. Et ce, pendant les 3 à 6 mois. Maintenant, chose nouvelle, direction nouvelle ou résolution nouvelle. Là, c'est super important. Maintenant, c'est le marché qui reprend ses droits. Ok ? Ça, c'était super important. On continue avec Apple, parce que ça, c'est un super catalyseur, Apple. Apple est passé d'une valeur de croissance à une valeur dite de refuge après le Covid, à potentiellement le fleuron et le rêve américain, à peut-être demain la déchéance des Américains. En somme, s'il n'y a rien qui va, et si on, entre guillemets, on n'alimente plus ces bulles spéculatives au niveau des banques centrales, partez du principe qu'il est probable qu'on rachète de l'Apple aux alentours des 24 $. Vous allez dire, c'est impossible. Oui, mais encore une fois, quand le Bitcoin était à 70 000 $, c'était à peine croyable d'en racheter en dessous des 20 000 $. Donc partez du principe que si tout va mal, Apple ira très mal également. Sachant qu'on a des magnifiques structures de retournement en mensuel, au niveau d'un time, on est tout simplement en train de rechercher une structure et un support, enfin une résistance historique en mensuel actuellement, tout simplement. Donc est-ce qu'on peut faire de nouveaux sommets ? Bien sûr qu'on peut encore faire de nouveaux sommets, mais ce sera aussi alimenté potentiellement par un assouplissement ou une réduction, entre guillemets, de la véracité, de l'agressivité, peut-être, entre guillemets, sans employer des mots trop féroces, c'est pas du tout l'objectif, j'ai pas envie de faire peur,
Mais si en réalité on parle de 1 point d'augmentation au niveau de la Fed et finalement non, on va faire du 0,75 points, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, pour le marché, donc on pourra continuer nos respirations de marché. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est ni plus ni moins que des respirations de marché. Donc vous avez des niveaux clés. Le premier niveau, donc c'est crack Covid, parce qu'il y a eu un bon déchargement pour moi, hein. C'est pour ça que je le prends par rapport au crack Covid et non pas par rapport à 2018 ou vis-à-vis de 2008, parce que pour moi on a déjà eu, entre guillemets, ce déchargement au niveau des open interest, notamment sur des valeurs technologiques, Amazon, Apple, etc., au niveau du crack Covid. Donc formidable, je le prends d'ici, pour moi c'est un bottom de marché, c'est un V-bottom, appelons-le ce qu'il est bien évidemment, et notamment weekly voire mensuel. D'ailleurs on va chercher un premier arrêt, on travaille ni plus ni moins que ce premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau sommet. Mais vous savez, ça peut nous faire une Bitcoin, hein. On peut faire un truc comme ça, et puis derrière, au revoir, hein. Il n'y a aucun problème avec ça, hein. Ça, c'est super important. Et l'analyse technique, ici, prend tout son sens, bien évidemment. Premier niveau. Deuxième niveau, 618 par rapport au précédent mouvement, par rapport au crack Covid. Et après, vous avez depuis le niveau des temps. Donc, potentiellement 0. Vous avez le 382, juste ici, donc 112 $, 115 $, qui serait un niveau support de réaccumulation assez forte, avec une potentielle confluence avec les 0,618. Vous avez le 0,618 et 786 beaucoup plus bas, qui reviendraient en fait proche de l'ancienne phase de réaccumulation qu'on avait eue sur Apple pour faire une continuation de tendance haussière. Et ensuite, vous avez les 686. Et là, vous me dites, c'est impossible, Hermès. Ouais, vous avez quand même beaucoup de cryptos qui sont à ces niveaux-là, malgré la faible, entre guillemets, antériorité de nos cryptoactifs préférés. Est-ce que c'était déjà arrivé sur Apple? Bien évidemment que c'est déjà arrivé. Et c'est là où je voulais qu'on prenne du recul ensemble. Prenons du recul ensemble par rapport au marché crypto. Partez du principe que le marché crypto, les 2007-2008 au niveau de Satoshi Nakamoto, c'est peut-être les années 80 de, entre guillemets, les premières références technologiques et les premières entreprises tech des années 80. Bon, Apple, il est parti en fait dans les bas-fonds, on a pris notre cartouche sur la tête. Vous savez, les fameux moins 50% qu'on prend régulièrement sur les cryptos au début d'un listing ou d'un truc comme ça, ou notamment sur des valeurs traditionnelles, on prend les moins 50% de tarifs réglementaires. D'ailleurs, on fait un nouveau sommet, et puis on vient chercher quoi? Généralement des 0,686, notamment sur les cryptoactifs. Donc on est bien venu chercher ces 686, on continue. Est-ce qu'on était revenu chercher des 686 par rapport à des précédents, entre guillemets, bottom de marché? Mais évidemment, on était bien revenu chercher du 0,686. Et je vous parle entre 1980 et 2000. Et 2000, 20 ans, c'est même pas, entre guillemets, l'existence au niveau des cryptoactifs. On a moins de 20 ans. Alors, pour toutes celles et ceux qui pensent, oui, mais ça va 2 fois plus vite aujourd'hui. Ok, 10 ans alors. Alors ici, on serait potentiellement à 10 ans. Non, ça va 3 fois plus vite. Ok, 3 fois plus vite, on serait potentiellement ici à 15 ans à peu près. Et on va le tirer alors. Donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas encore vécu notre bulle explosive au niveau des cryptoactifs, hein, évidemment. Et on revient ici par rapport au crack 2000, et on revient sur les 0,686, en tout cas très proche des 0,686. Et ensuite, vous avez l'envolée du désert. Je pense que Bitcoin, et je vous l'avais déjà dit dans une longue vidéo des rois du Bitcoin, c'est ici. Voilà. Bienvenue dans les crypto-actifs. Partez du principe que ce qu'on est en train d'observer actuellement, c'est réellement le market cap total des crypto-actifs, quoi. On est là-dedans. Sauf que demain, dans 5, 10 ans, peut-être 15 ans, c'est pour ça que j'y suis et c'est pour ça que je suis là avec vous, c'est que je pense que ça va faire ça. Voilà. Alors oui, on prendra nos profits dans la montée et tout ce que vous voulez, hein. D'accord? Mais je pense que ça va faire actuellement, on se retrouve ici à peu près, on est par là, actuellement, Bitcoin, peut-être Tezos, peut-être Basic Attention Token, peut-être tout ce que vous voulez, on est peut-être là-dedans. Et il y a bien, entre guillemets, une crypto qui fera le rôle de Apple, hein, ne nous trompons pas, et vous allez faire du plus 86 000%, quoi. Voilà. Mais il faudra du temps. Peut-être 10 ans, peut-être 5 ans. Peut-être un peu moins si... peut-être 15 ans, pardon. Peut-être beaucoup moins si ça va si vite que ça au niveau de l'acceptation et de l'adoption des nouvelles technologies. Et notamment des technologies blockchain. Donc je voulais qu'on se remette, entre guillemets, dans le contexte. Et de là à dire jamais pour dire jamais, revoir, entre guillemets, de l'Apple aux alentours des 24 $, c'est pas impossible si on a une augmentation, entre guillemets, de tout ce qu'on a énuméré au début de la vidéo. Ça, c'était super important. J'espère que je vous ai aidé. Donc, est-ce qu'on connaît la direction? Non, on ne connaît pas la direction. Mais je pense que ceci, nous ne l'avons pas vécu. C'est ça, la réalité. En tout cas, c'est ma réalité. Mais je peux royalement me planter. Voilà. Mais je ne le regretterai pas.
et je prendrai mes profits dans mes profits, et je vivrai des petits retracements. Et là, je vous dirais, bah non, Apple, la crypto Apple, elle est pas bonne parce que je ne suis pas rentré dans une zone de rechargement de vente logique. Mais par contre, vous en avez d'autres qui sont rentrés dans une zone de rechargement de vente logique. Et elle s'appelle Netflix, la petite crypto Netflix. Vous comprenez que je fais un petit chassé-croisé avec notre ami Netflix, mais dans l'idée, on est peut-être là-dedans, quoi. Voilà, Apple, il est parti to the moon. Ouais, mais vous avez une petite crypto qui s'appelle Netflix, qui, elle, en 2012, est bien revenue dans une zone de rechargement d'achat. Regardez ça. Waouh, elle est presque venue sur les 0,686. Donc dès lors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un investissement 1 là-dedans, là. On prend un investissement 2 là-dedans. Et en attendant, un magnifique W-Weekly. Mais comme il est un peu proche, entre guillemets, de notre deuxième investissement, on ne le prendra pas. C'est pas grave, on est dans le train to the moon. Voilà. On n'est pas en 2000, on est en 2012. Et puis demain, vous en aurez une autre. Elle s'appelle pas Netflix, elle s'appelle, j'en sais rien moi, Zoom, elle s'appelle ce que vous voulez. Et en réalité, ce sont des codes de marché qui sont extrêmement bien représentatifs des cryptoactifs. Et bizarrement, on explique qu'on perd 90% de notre valorisation sur des cryptos. Oui, mais revenez dans les années 80-90, au niveau d'Apple, au niveau de Microsoft, au niveau de tout ce que vous voulez. Et même dans les années 2010 pour Netflix. Aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme. Oui, mais aujourd'hui, les cryptoactifs ne sont absolument pas un nouveau paradigme. Actuellement, on n'a juste même pas envie d'en entendre parler. Si vous parlez encore aujourd'hui à votre famille de « oui, je vais investir dans 3 petits trucs », d'ailleurs je vous l'avais dit que je vous le dirai, j'ai fait des investissements numéro 2 et numéro 4, peut-être une bêtise, donc 3 nouveaux investissements ici sur la table des rois. Vous avez Litecoin, j'ai remis un investissement sur Litecoin, très simplement, on va le rechercher ici au niveau de Litecoin. Pourquoi Litecoin? C'est le cousin LTC. USD. J'ai fait un investissement sur Litecoin parce que je voulais en acheter depuis très très longtemps. On m'a proposé d'en racheter. Il y a une ligne de tendance qui est plutôt bien respectée. J'ai fait donc mon investissement ici sur les 58$ à peu près. Donc derrière, j'ai attendu une possible structure. Je pense que ça peut partir relativement fort. En dessous d'un premier arrêt existant, 125$ pour prendre mon 110%. J'aime beaucoup cette crypto actif au niveau de Litecoin. Je pense qu'il est souvent en avance par rapport à Bitcoin. Donc il est un petit peu au même niveau actuellement de Bitcoin. Il a bien retracé sur un 886. Ici, personne ne voulait en acheter. Ici, personne ne voulait en acheter. Puis derrière, ça a bien performé quand même. Bien évidemment, donc je pense qu'on est dans une bonne zone de réaccumulation actuellement pour faire un investissement. C'est pas complètement délirant. Donc si je l'ai pas, c'est pas grave, on attendra éventuellement quelque chose comme ça. Une réaccumulation, hop, investissement 2 ici sur un petit W-Weekly, et potentiellement un investissement 3, mais Litecoin est historiquement résilient. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher un des plus bas que terre. Son PDG est toujours très actif, notamment sur les réseaux sociaux. Donc jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que ce soit un mauvais investissement. Très grosse communauté, c'est plus d'1 million de personnes, me semble-t-il, sur Twitter au niveau de l'altcoin. Il y a quand même des fervents défenseurs de l'altcoin. Est-ce qu'il remplacera Bitcoin demain? J'en doute. Mais est-ce qu'il y a des choses qui se passent sur l'altcoin qui potentiellement viennent à jour sur Bitcoin? La réponse est oui. En réalité, il y a beaucoup de mises à jour qui ont été initiées préalablement sur l'altcoin, parce que la technologie est extrêmement équivalente, qui sont après derrière allées sur Bitcoin. Donc bon, why not? Je trouve ça intéressant. C'est une forme d'une fausse diversification, parce que si vous achetez du Litecoin, indirectement vous achetez du Bitcoin. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'on a bien retracé sur les 0,686 alors que Bitcoin ne l'a pas encore fait. Voilà pour ça. J'ai également fait des investissements sur Chiliz, je vous l'avais dit, donc je vous ai exactement copié-collé mes 2 investissements, investissement 1, investissement 2. Donc j'ai fait mon investissement 2 il y a quelques jours sur Chiliz, je vous avais dit que je le ferais, donc je le fais, je reste entre guillemets dans mon idée de départ par rapport au mondial de 2022 en novembre. Au Qatar, ça va, je pense, marketer relativement fort. Donc j'ai fait mon investissement 2 ici, très proche des 10, je crois à 10 centimes de dollars. Donc investissement 2, pas de problème. Donc sous un premier arrêt, je pense que j'aurai potentiellement à 0,15$. Est-ce que j'aurai ou pas mon 110%? Je ne le sais plus. Non, je ne l'avais pas fait là, je crois que je l'avais fait plus haut. Ah non, peut-être là. Donc 0,10, 0,10, 0,13 à peu près. Voilà. Bon, sans problème, 0,25. Aucun problème par rapport à Chiliz, ça part to the moon, et derrière on irait le chercher potentiellement un 110% très largement en dessous des 0,382, donc le premier arrêt d'une dynamique tendancielle baissière, vous savez, c'est juste d'aller chercher un high toujours plus bas que les précédents pour aller faire potentiellement un crash sans précédent qu'on n'a toujours pas pricé. Donc on peut partir du constat qu'on n'est pas loin des bottoms de marché s'il n'y a pas d'aggravation de la situation politique, géopolitique, économique mondiale, bien évidemment. Dernier investissement, je l'ai fait sur Filecoin, investissement 4. Donc j'ai mis l'intégralité de mon idée d'investissement sur Filecoin. Je ne peux plus investir sur Filecoin. Maintenant, je le laisse. Donc soit j'ai tort, soit j'ai raison. Le plus important, et pourquoi je vous parle de Filecoin, c'est cet investissement 4, pour moi, on est râlé pas crête, donc attendre encore moins 50%, c'est si ça doit mourir, ça mourra bien évidemment, c'est sur Grayscale. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent sur Twitter. Il y a quand même beaucoup de
d'énergie sur Filecoin. Est-ce qu'il a grandi beaucoup trop vite? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il retrouvera en fait ce type de choses peut-être dans 3, 4, 5 ans? J'en ai pas la moindre idée, mais ça peut rester comme ça très très longtemps pour après derrière aller chercher un 0,50, enfin 110% aux alentours des 65 $, me semble-t-il, ou 64 $ pour reprendre mon investissement. Donc ça fait loin, effectivement, mais j'ai été un petit peu trop gourmand, peut-être un petit peu trop pressé. Trop de hype par rapport à mes recherches, notamment fondamentales sur ce token. J'ai peut-être une erreur, hein, sans problème. Dès lors, que représente Filecoin aujourd'hui dans mon capital d'investissement? Il représente bien moins que 4%. Voilà, dans la même idée, entre guillemets, de la stratégie des 4 rois, même si vous croyez dur comme fer en une crypto-actif et que vous pensez que c'est un avenir, mais qui va passer en fait les frontières, n'investissez jamais plus de 4% dans une idée d'investissement. Voilà. Tout à tête confondu. Ça, c'est super important. Ok, donc ça représente moins de 4% de mon investissement, bien moins que ça d'ailleurs, mais dans l'idée, il ne faut pas mettre plus de 4% d'investissement dans une idée d'investissement, dans une idée de trade, que ce soit à court, moyen, long terme. Voilà, donc ça c'est super important. Si jamais ce truc tombe à zéro et que Solana, GLD, Bitcoin, Ethereum, ou bien d'autres, BAT, Chiliz, pourquoi pas fait des x10, je pourrais amputer grand maximum 4% de mon investissement global au niveau de mon capital, 4% maximum. Voilà pour ça. Mais peut-être que c'est une erreur. Mais les erreurs sont humaines. Je pense que je récupérerai mon investissement dans quelques mois, quelques années. En tout cas, je serai extrêmement patient, notamment de Filecoin. Mais je peux me gourer. Il a grandi peut-être un petit peu trop vite. Des illusions, exit pump, tout ce que vous voulez. Mais non, j'y crois quand même. Un petit peu. De loin. Mais ce n'est pas du tout un conseil d'investissement puisque c'est extrêmement baissier au niveau de Filecoin. C'est clairement l'idée de rajouter à notre perte et de holder à notre perte. Mais j'avais dit que je le rajouterais puisque j'attendrai un potentiel W weekly pour pouvoir réinvestir. Je pense que j'aurai mon W weekly, j'aurais pu doubler et pas mettre d'investissement 3. J'étais un peu gourmand, tout simplement, mais sur un 382, sur un 886, pardon, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de remettre un investissement là. Perdu Hermès. C'est pas grave, il me restait un peu de cash. Et j'ai bien, entre guillemets, lissé mes achats. Vous le retrouvez exactement ici. Vous avez d'ailleurs ce fichier directement en partage public dans la table des rois, qui a été fait par Comakino, par Géo notamment. Il est administrateur d'ailleurs de ce truc-là. N'hésitez pas à y aller, vous pouvez le télécharger, le regarder, et même le créer pour vous-même. C'est entre guillemets un don d'un membre et des membres de la communauté. Donc actuellement, je suis à moins 625 $ sur Filecoin. C'est comme ça. Voilà, basta. C'est pas grave, on regardera plus tard. Donc actuellement, toujours moins 20% au niveau de mon GP pourcentage. Pourquoi j'étais à moins 19 et pourquoi moins 20? Puisque je joue le jeu et j'ai bien mis mon investissement 1 sur Chiliz et non pas un investissement 2. Vous avez exactement la réciprocité au niveau de Bybit. Donc c'est clairement le capital. Vous voyez, 3916. Je crois, voilà, 3830, mais parce que ça n'a pas été mis à jour. Si je fais ça... J'ai pas envie de cliquer sur mise à jour parce que je crois qu'il y avait un souci dernièrement. Mais dès que ça va être mis à jour, je crois que c'est mis à jour 2 fois ou 3 fois par jour, vous reverrez en fait exactement la même chose qu'ici, sans aucun problème. Voilà pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez aidé. On n'est pas allé dans le super détail, je le notifierai bien au niveau de la vignette, comme ça j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps si vous étiez plutôt sur du très très court terme, mais si jamais il y a de la grosse volatilité, à ce moment-là, pas de problème. Si on casse tout vers le nord et on se retrouve à 25 000 $ demain à 8h30, je vous refais une vidéo à midi où on se fait un petit live dans le Discord avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.